Bonjour et merci de prendre rendez-vous tous les matins avec l'actualité sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau et comme d'habitude les juges Geoffroy Vae et Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Barra, bonjour madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous le savez, le 7e art africain est en fête dans la capitale burkinabé depuis le 16 octobre dernier. Une actualité oblige justement, nous allons enrôler ce sujet-là par la présente convocation. Un diagnostic justement sera fait lors de cette convocation pour justement poser la question de l'industrie cinématographique en Afrique, les enjeux et plus précisément le cas du Burkina Faso. Et ce regard sera fait avec notre convoqué du jour, Nora Ogosa Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour messieurs les juges. Bonjour. Merci de m'avoir invité pour parler de ma passion du cinéma. C'est vrai, nous allons parler 7e art. Je rappelle que vous êtes scénariste-producteur des films et des séries à succès comme Bobo Diouf, on a le commissariat de Tampi, on a le Fauteuil. Ce sont des films et des séries qui portent votre signature. Vous avez également une série qui est en compétition pour ce FESPACO-là, honorable député. En tout cas, nous aurons l'occasion de parler de tout cela, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci. Mon avant-propos va concerner le Mali. Alors, quand on parle du Mali, il y a comme on appelle ça, ces recherches de solutions. On a entendu parler des Russes, de Wagner. Ensuite, il y a cette discussion qui pourrait avoir lieu avec les groupes terroristes, donc sous l'égide du Haut Conseil islamique. Et au Mali, la tentative de négociation ne date pas d'aujourd'hui. Ibeka avait tenté avec Yaga Gali, qui avait déjà posé comme préalable le renvoi des forces françaises. Certains avaient vu en cela, comme on appelle ça, un refus de négociation. Et puis bon, voilà. Donc, et ensuite, hier également, nous disons que le chef d'état-major des armées du Rwanda au Mali, pour s'entretenir avec le ministre de la Défense, mais aussi avec le chef d'état-major des armées maliennes. Certainement, c'est pour voir dans quel cadre il pourrait y avoir une implication du Rwanda dans la lutte contre le terrorisme. Je dis bien, à regarder de près. Alors, c'est un pays dont la communication laisse percevoir effectivement qu'ils sont à la recherche de solutions. Au moment où Bazoum quittait Ouagadougou, il se disait confiant parce que la réalité aussi, elle est là. Entre les deux pays, ça ne va pas. Alors que nous sommes les trois pays concernés sérieusement par les attaques terroristes. Entre le Mali et le Niger, ça ne va pas. Des sources bien introduites disent qu'entre le Mali et le Niger, il n'y a même plus d'opérations conjointes sur le terrain, compte tenu du fait que Bazoum a chargé le président de la transition, son ministre des Affaires étrangères a enfoncé le clou. Les Maliens d'ailleurs avaient, comme on appelle ça, écrit à 2 reprises, également en fonction des 2 sorties, qui n'étaient pas contents de ce que les choses étaient en train effectivement de se décider. Donc, 3 pays qui normalement devraient pouvoir s'entendre. C'est vrai que le Mali est en transition, mais le Mali en transition, qu'est-ce qu'on fait? Mais en attendant aussi, il y a des pays à défendre. Donc, il y a un travail d'intelligence à faire ensemble. Donc, c'est ça aussi la réalité des faits. Alors, donc, maintenant, nous, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que sur leur sol, il y a une recrudescence des attaques terroristes. Maintenant, il faut que les 3 pays également se resserrent les rangs. Je dis, lui, il discute avec un partenaire X, celui-là discute avec un partenaire Y, qui parfois ne s'entendent pas bien entre partenaires compte tenu des intérêts, mais pour le même combat. Pourquoi ces 3 pays ne peuvent pas arriver à s'entendre? Je dis bien même sur ces questions de partenariat. Donc, tout récemment, pour terminer, hier, quand on a vu la communication qui est sortie par rapport à ce qui s'est passé dans la zone des 3 frontières, il a été cité les armées tchadiennes, burkinabè et nigériennes. Les armées maliennes n'ont pas été citées. Donc c'est le Tchad qui est venu pour prendre position, soutenir les 2 pays, et le Mali à côté n'est pas allé, compte tenu du fait que le climat, j'ai dit bien, ça ne va pas. Est-ce que les populations ont besoin de s'accommoder
de ces choses-là quand ça ne va pas entre les acteurs politiques, non. Parce que finalement, c'est elles, les populations à la base qui payent les pots cassés. Donc, interpellation aux différents chefs d'État de savoir raison garder, je dis bien pour sauver l'essentiel. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Mon avant-propos est inspiré du mot Adi, parce que je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce matin, avec David Nana. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que, quand on prenait la dernière tranche, les Burkinabés sont préoccupés par ce qui est en train de se passer dans l'Est et le Nord. C'est-à-dire beaucoup de contrées qui sont coupées du monde. C'est-à-dire le minimum parce que vous ne pouvez plus cultiver. Donc ça veut dire que le premier moyen de subsistance, il n'existe plus. Et puis, vous n'avez même plus de quoi manger. C'est la réalité de certains Burkinabés dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant, vous savez, tout le monde vient de quelque part. Vous êtes à Ouagadougou, vous travaillez, vous rentrez le soir, vous avez l'opportunité de partager même un pot et puis après rentrer. Mais des fois, vous ne dormez pas parce que on vous appellera pour dire il y a telle situation, il y a telle situation, il y a telle situation. C'est-à-dire, on vit un genre de... C'est même pas une concomitance de temps. On vit dans un Burkina pluridimensionnel. Et ça, quelquefois, on oublie. Quand nous, on est un peu loin, on est dans la capitale, dans un genre de confort. Parce que, disons-nous tout net, hein, ce dans quoi nous sommes, c'est un confort que certains Burkinabés n'ont pas. Vous savez, la quiétude, aller et venir, décider de sortir du village, aller voir X ou Y et revenir, ça, il y a des contrées, ce n'est plus possible. On n'en parle pas. On a l'impression que c'est des oubliés, mais c'est difficile. Parce que politiquement, vous savez, on évite ce genre de communication parce que, vous savez, il y a un moment donné, on disait, au moment du ministre d'Andjinoula de point de presse, qu'il y a des partis du Burkina qui apparemment ne nous appartiennent plus parce on ne peut même plus y entrer. Il a tapé du poing sur la table. Non, c'est pas possible. Parce que, d'un point de vue politique, c'est pas une bonne communication, ça c'est clair. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a une réalité qui est là. Il y a une bonne partie des Burkinabés qui sont dans des situations qui sont difficiles, qui sont terribles. Face à ça, quelquefois c'est cri de cœur, coup de gueule, mais c'est une situation qui dure. Et ça, il faut adresser une bonne réponse à cela. On a vu les engagements qui ont été ceux du président de Faso depuis Solhan. On a vu les changements qu'il a tentés. On a vu la restructuration promise au sein de l'armée. On attend aussi maintenant les résultats. Et ça, pour moi, c'est très important. En face, on ne va pas dire que les autorités sont comme de l'éther. Non, elles sont sensibles à cela. Mais on attend aussi un bon calibrage de l'offre par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. On attend d'avoir des impacts parce que les Burkinabés ne dorment pas de la même façon. C'était mon avant-propos. Monsieur les juges, pour justement ce propos introductif, nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de l'émission Le Tribunal de l'actualité qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Pour cette convocation, nous allons parler culture et plus précisément 7e art. Nora Ogo Sawadgo est notre convoqué du jour. Il est scénariste producteur. Avec lui, nous allons poser le diagnostic de la production cinématographique en Afrique et plus précisément au Burkina Faso. Alors, je l'ai dit, vous êtes scénariste producteur. Vous êtes un acteur clé, mais très souvent peu connu du grand public. En termes de définition, quand on dit scénariste, finalement, à quoi doit-on s'attendre? Merci beaucoup. Il faut dire que je suis d'accord avec vous sur un point. De notre culture cinématographique, malheureusement, le scénariste n'est pas très connu, alors qu'il est au début de la chaîne de production d'un film. Le scénariste, c'est celui-là à qui on transmet une idée pour en faire un film. Vous pouvez avoir besoin, vous vous dites, bon, écoutez, il y a telle thématique qui m'intéresse. Elle peut être policière, elle peut être sociale. J'ai envie de raconter une histoire autour de ça. Et vous saisissez quelqu'un et vous lui dites, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un film sur telle thématique? C'est à cette personne de vous développer un concept sur une demi-page qu'on appelle synopsis pour vous dire, si je veux parler de ça, je vais l'évoquer dans cette façon de faire, qui est différent. Vous voyez, quand vous prenez les films policiers, il y a plusieurs manières de mettre en œuvre des films policiers. Ça peut être comme Colombo, ça peut être comme 24 heures chrono, comme ça peut être comme Commissariat de Tampi. Tout ça, c'est des séries policières. Je prends l'exemple de la série. Et lorsque cette personne vous dit, mon concept va être un concept où on ne verra ni sang,
ni enquête, ni tous les artifices modernes de la police, mais c'est juste l'approche humaine de la police. Là, vous avez le commissariat de Tampi. On fera des enquêtes sur la psychologie, sur les personnages. Là, vous avez Colombo. Et cette personne vous dit, bon, en une page, voilà comment l'histoire va se passer. Parce que, souvenons-nous tous, une histoire, c'est un début, un développement et une fin. Et si le producteur ou le réalisateur, au Burkina, parce qu'on confond souvent, le réalisateur prend le rôle du producteur, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais si le producteur estime que cette partie est intéressante, elle peut demander en ce moment au scénariste de poursuivre, de développer sur une page entière. Ça devient le résumé de l'histoire. Si le résumé lui plaît, il lui dit, bon, écoutez, développez-moi ce résumé-là pour en faire quelque chose qui peut être généré, qui peut générer un film. Et là, on va dans ce qu'on appelle la continuité séquentielle. La continuité séquentielle, ça reprend l'histoire dans toutes ses articulations techniques et qui permet de regarder le film de façon technique. Jusque-là, on ne parle pas de scénario. Et lorsque cet aspect est intéressant pour le producteur, il peut demander au scénariste ou à un autre scénariste qui peut être dialoguiste, fais-moi le dialogue de cette continuité dialoguée. Il fait le dialogue et c'est en ce moment que ça devient un scénario. Le scénario, c'est quoi? Le scénario, c'est l'outil technique. Parce que jusque-là, je n'ai pas parlé de réalisateur. Parce qu'il peut ne même pas être dans cette chaîne-là. Il peut ne même pas être au courant de ce qui se passe. C'est lorsque le scénario est adopté par le producteur que le producteur décide maintenant, ah oui, ça me plaît. Il contacte un réalisateur et il lui dit, compose l'équipe technique avec le scénario pour pouvoir tourner et me faire un film. Et le réalisateur, en ce moment, compose l'équipe technique, son, lumière, tout. Ils vont au tournage avec le scénario, parce que tous ceux qui seront sur le plateau utilisent cet outil technique, qui est à la fois technique et, si vous voulez, littéraire, pour pouvoir tourner. Et à la fin, on va avec ce tournage-là à la post-production, ce qu'on appelle le montage, où c'est le même outil que le monteur utilise pour pouvoir faire le montage, pour aboutir à ce qu'on appelle le prêt à être diffusé, qui est la somme de tout ce que chacun a apporté en termes de créativité, en termes d'originalité. Je dis ça avec les détails pour qu'on comprenne que le scénariste est à la base de la production du film, mais à la fin, on ne le retrouve plus parce que quelque part, on l'a viré en chemin, puisque dès l'instant où le réalisateur prend le scénario, pour éviter un conflit d'intérêt avec le scénariste, parce que lui, il a créé son univers, le réalisateur a l'obligation d'enrichir et d'approfondir l'univers du scénariste pour éviter un conflit d'intérêt. Généralement, vous verrez rarement un scénariste sur un plateau de tournage, parce qu'ils ne vont pas s'entendre avec le réalisateur. Le réalisateur va vouloir faire ceci, alors que lui, il a déjà fait son film dans sa tête. Il va dire non, c'est pas bien et tout. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un scénario pour un réalisateur et après ne pas vous reconnaître dans le produit final? Très souvent. C'est pour ça que quand vous regardez ma filmographie là, je choisis les réalisateurs avec qui je travaille parce que j'ai besoin d'avoir une approche de l'univers ensemble. Parce que quand on fait un film, c'est d'abord un univers qu'on crée. Et il faut pouvoir analyser, interpréter le scénario pour créer l'univers de la manière la plus efficace possible. Vous regarderez que j'ai passé tout mon temps à travailler avec Missa Ebié, Apolline Traoré, Adama Rwamba. J'ai toujours cherché des gens avec qui, lorsqu'on fait le scénario, on en discute. Et moi, je suis plus à l'aise par rapport au produit final. Mais à d'autres, je ne vous citerai pas, dont j'ai écrit le scénario, mais je ne voudrais même pas me reconnaître dedans, parce qu'ils ont totalement laminé le contenu du scénario. Monsieur le juge, nous sommes dans le vif du sujet. FESPACO, actualité culturelle de mois, pour ne pas dire l'actualité tout court au Burkina Faso. On a un scénariste producteur sur le plateau, Juge Bougman. Oui, justement, parce que il a si bien dit, un film, c'est un univers concret, c'est un environnement. Voilà, parce qu'il y a effectivement ces détails-là. Donc, très rapidement, il y en a d'ailleurs qui confondaient le scénariste au réalisateur. Voilà, donc vous écrivez le scénario, le réalisateur envoie toute autre chose. Il a répondu à ma question. Moi, je voulais savoir, sur le plateau du tournage, est-ce que le scénariste, comment on appelle ça, il part, il dit non, parce que pour éviter effectivement un conflit d'intérêt. Mais dans le cas où effectivement le réalisateur n'est pas rentré dans votre esprit, n'a pas utilisé le scénario tel
tel qu'écrit, comment est-ce que ça se passe dans ce moment-là? Alors, il y a deux possibilités. Il y a pour certains, vous décidez de ne pas assumer. Et donc, vous faites un pseudo. Il y a plein de... Et même c'est valable pour le réalisateur parce que derrière, il faut que lui et le producteur ils s'entendent pour le prêt à être diffusé. Il y a des moments où même le réalisateur ne s'entend pas avec le producteur et lui aussi il est obligé de signer par un pseudo. Parce que n'oubliez pas que le réalisateur et le scénariste sont les seuls qui aujourd'hui au Burkina ont des droits d'auteur. Parce qu'on estime que dans le cadre de la fabrication des films, c'est les deux qui font œuvre de création. C'est eux qui apportent une valeur ajoutée au film et donc c'est eux qui ont les droits d'auteur. Ils sont considérés comme les auteurs du film. Le producteur, c'est celui à qui appartient le film. Vous voyez? Donc c'est des nuances que les gens n'ont pas toujours, qui fait que lorsque vous regardez un film de telle personne, même s'il est réalisateur, en fait, le film lui appartient en tant que producteur du film. Sinon, le réalisateur, c'est un technicien sur le film, comme le scénariste, comme le directeur photo, comme le cadreur, c'est normalement un technicien, mais il est le chef d'équipe et il est garant de la qualité artistique du film qui sort. Mais dès l'instant où il dit « c'est mon film », rassurez-vous, en vérité, il est le producteur. Et ça, c'est un héritage français. Aux États-Unis, vous voyez, les choses sont assez précises. Le producteur reste le producteur, on les connaît, il y a de grands producteurs. Les scénaristes également restent des scénaristes, de grands scénaristes. Et là-bas, lorsque les scénaristes décident de ne pas travailler, c'est toute la chaîne de production qui est arrêtée. Ah ouais. Voilà. Oui, mais vous avez dit il y a deux cas. Soit vous signez un pseudo, ou le deuxième cas, vous faites comment? Vous gérez votre frustration, parce que ça arrive très souvent, où vous dites, bon, de toute façon, j'ai déjà fait des œuvres plus intéressantes que ça, pour éviter souvent d'avoir des problèmes avec les producteurs, vous signez et puis vous leur dites, bon, la prochaine fois, ne choisis plus ce réalisateur parce qu'il n'arrive pas à faire ressortir mon univers. Alors, et si le réalisateur a bien pris en compte et a même amélioré le scénario? C'est le cas avec Missa Ebié quand on travaillait. Vous savez, quand on travaillait, on s'asseyait ensemble, on lisait le scénario ensemble et on essayait de voir dans telle ou telle situation quelle est la valeur ajoutée concrète. Parce que le scénariste n'a pas les qualités du réalisateur. Il faut que ce soit clair. Le scénariste ne peut pas faire ce que le réalisateur fait parce que c'est aussi un métier à part. Et c'est ce que je dis. Beaucoup finissent par aller à la réalisation pour faire leur propre scénario parce qu'ils sont frustrés. Parce qu'ils ne voient pas le produit final tel qu'eux l'entendent. Et je fais partie des rares, toute modestie mise à part, où j'ai décidé de ne pas être un réalisateur. Parce que le temps que tu vas consacrer pour pouvoir être un très bon réalisateur, mieux vaut l'utiliser pour être un très bon scénariste. Et si chacun essayait d'être bon dans son métier, vous êtes sûr que les films burkinabés vont être encore de meilleure qualité. D'accord. Juva. Oui, quand on écoute, on voit que c'est bien segmenté, le travail. Maintenant, je pense que derrière, il y a le producteur. Je me dis c'est un domaine entrepreneurial. Quand on veut faire un film et tout repose sur vous. Le producteur, c'est quoi? C'est celui qui a les sous, point barre, ou bien c'est quoi? C'est celui qui prend le risque financier, on va dire ça comme ça. Le producteur, ça reste un financier. Quelqu'un qui décide d'investir dans un projet auquel il croit, ça peut être un mécène qui s'en fiche de savoir s'il va gagner ou pas, parce qu'il a juste besoin de faire voir un certain nombre de choses. Et en ce moment, son travail va consister juste à donner de l'argent pour pouvoir faire le film. Mais de façon générale, le producteur est celui qui décide de mettre son argent d'État et qui en entend bien entendu un bénéfice qui peut ne pas être financier, mais quand même un bénéfice du fait qu'il a investi dans l'argent. Justement. Bon, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Souvent, ce qui est dit, c'est que on n'arrive pas à avoir beaucoup de production, mais des productions de qualité du fait des moyens. C'est parce que les mécènes en la matière, ils ne sont pas nombreux. Ou bien c'est les projets qui souvent sont difficiles à accompagner du point de vue confiance, ou bien on a une structuration même, on n'a pas du tout d'industrie, il faut le dire, du cinéma ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une très belle question parce que vous posez là la problématique de la production au Burkina. C'est assez complexe. Il y a tout ce que vous avez dit dedans. Il y a d'abord le fait qu'on n'a pas de mécènes.
ou lorsque tu pars voir un mécène, il te demande qu'est-ce que je gagne, quel est le retour sur investissement. Malheureusement, nous savons faire des films, nous savons écrire, mais nous ne savons pas faire des business plans, nous ne savons pas faire quelque chose qui va permettre à un investisseur de regarder et de voir que ça peut lui rapporter. Et Dieu seul sait ce que le cinéma peut rapporter en termes d'apport économique. Non seulement nous investissons, parce que nous partons chercher souvent l'argent dehors. N'oubliez pas que la plupart des cinéastes burkinabés, de façon générale, lorsque vous regardez sur leur générique, l'argent qu'ils ont eu, ce n'est pas seulement l'argent qu'ils ont eu au Burkina. Ils sont allés sur des guichets occidentaux avec leurs projets. Ils sont allés chercher de l'argent au Fonds Image Afrique, au CNC, même souvent sur TV5, des avances sur recettes, qu'ils viennent et ils font pendant 3 mois, quand je prends la dernière série que j'ai fait 5 mois, où ils ont des gens qui sont payés parce qu'ils sont en train de travailler sur le projet. Et derrière, il y a toute cette économie, il y a les restaurants, il faut nourrir les gens, il faut les déplacer. Et il y a toute une industrie qui existe, mais malheureusement qui n'est pas valorisée. Et c'est même une interpellation aux économistes là, de regarder un peu pour sortir cette affaire, parce que c'est pas, on ne s'y connaît pas, mais on sait que c'est quelque chose qui est rentable. Mais c'est pas que ça. Pour avoir l'argent, il faut un bon projet. Parce que, je le dis et je répète, le cinéma c'est d'abord quelque chose de culturel. Ne nous trompons pas d'objectif. C'est d'abord quelque chose qui veut porter des valeurs. Et ces valeurs-là peuvent être quelque chose qui n'a pas de prix. L'impact que ça fait là, ça n'a pas de prix. L'objectif que ça peut atteindre au-delà de l'aspect économique, là, ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi on ne peut pas malheureusement réduire le cinéma à je mets de l'argent et j'en tire de l'argent. Parce que quand on dit un film burkinabé, il y a certaines personnes qui ont porté le nom du Burkina à travers le cinéma et qui a rapporté au Burkina tellement de choses qui ne sont pas souvent quantifiables, qu'il faut se dire que tant qu'on va penser qu'il faut investir parce qu'on veut un retour d'argent, on ne va pas comprendre ce que c'est que la production cinématographique. D'accord. Pour parler de financement, comme vous l'avez dit, il y a très peu de sources de financement actuellement pour le cinéma africain. Il y a certains qui vont jusqu'à parler d'industrie impossible pour nos pays, parce que pour un projet de film qui est estimé à plus de 500 millions, 800 millions, voire même le milliard, dans un pays comme le Burkina par exemple, est-ce que c'est pas difficilement bancable quand on voit avec les réalités qu'on a? Non, il faut dire qu'un film n'a pas de prix. La production est fonction de l'argent que tu auras mobilisé. On a tous des ambitions de faire des films qui vont cartonner, qui vont aller au-delà des frontières, qui vont tutoyer les grands films qui vont aller à Cannes. Pour la plupart d'entre nous, puisque c'est un des référents pour la plupart d'entre nous, ou à la Berlinale et tout. Mais ce montant n'est pas fondamentalement mobilisé à un seul guichet. Ça veut dire que lorsque vous faites un projet, c'est un projet qui va 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous posez votre projet à plusieurs guichets de financement. Et c'est la somme de ces guichets de financement qui vous permet de mobiliser cet argent. Le Burkina, pour ce que je, par exemple, prenais lors du 50e du FESPACO, le Burkina avait décidé d'appuyer des films pour leur permettre d'avoir une bonne représentation au Burkina. Il y a un film comme Frontières qui a eu de l'argent. Mais cet argent du Burkina n'a pas suffi pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. Mais cet argent du Burkina a permis d'aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir s'approcher de son budget et puis travailler. Donc ne voyez pas lorsqu'on dit qu'un film coûte 500 millions qu'on va demander au Burkina seul de prendre en charge 500 millions. C'est comme le FESPACO. Ce n'est pas le Burkina seul qui finance le FESPACO. Donc les montants que vous voyez correspondent à notre besoin de faire des films de qualité. Et nous demandons généralement aux gens, chacun n'a qu'à apporter ce qu'il a, parce que notre rôle en tant que producteur, c'est de mobiliser des ressources pour permettre aux réalisateurs de se laisser aller, de ne pas être dans la contrainte des moyens pour libérer son génie créateur et puis faire de bons films.
D'accord. Alors, vous êtes, je l'ai dit, vous avez un film en compétition pour ce FESPACO-là, honorable député. Certainement que vous faites la veille concurrentielle pour voir un peu ce que les autres auteurs ont amené comme production. Quel est le niveau d'ensemble de ce FESPACO 2021 ? La première remarque que vous ferez lorsque vous regardez le choix des films, la programmation, les films en compétition, vous vous rendrez compte que malheureusement, il y a de moins en moins de films de la région ouest africaine. La plupart des films qui sont en compétition sont de l'Afrique centrale ou de l'Afrique australe. Angola, Rwanda, Namibie. Ils ont plus de moyens que nous. Ils ont plus de capacités que nous. Ils investissent plus dans le cinéma que nous. Ce qui fait que, pour ce que j'ai regardé, le niveau auquel ils ont atteint là, les réalisateurs de notre zone géographique, là, je vais parler ouest africaine, là, doivent encore se battre pour pouvoir atteindre ce niveau. Le niveau de cette année est relativement plus élevé pour une simple raison. On a mis en place cette année un jury international de sélection des films. Et ce jury était composé vraiment d'hommes et de femmes qui avaient le regard cinématographique et qui ont amené une cuvée cette année. Quand vous rentrez dans la salle, vous savez que maintenant on parle du cinéma. On ne parle pas d'images superposées, mais vraiment il y a des intentionnalités, il y a des concepts, il y a quelque chose d'intéressant. Donc oui, la cuvée de cette année-là, elle est vraiment très très haute. Et Dieu seul sait qui va l'emporter, même si je soupçonne un certain nombre de films beaucoup plus, que je ne dirai pas ici parce que je risque de me faire avoir si ça ne passe pas. D'accord. Juste pour moi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, en Afrique de l'Ouest, il y a moins, en dehors du Nigeria qui tente de bousculer les lignes, surtout les pays francophones. La production n'est pas à la hauteur des enjeux ou des attentes, alors que vous dites que c'est un instrument de promotion de la culture. Le chef de l'État, au début de son mandat, donc celui burkinabé, avait fait l'effort de donner de l'argent, je pense que c'était le milliard, pour appuyer. Maintenant, après, est-ce qu'il y a eu une autre forme d'appui venant des autorités, parce que c'est aussi un instrument de la promotion de la culture, quoi. Alors, le fameux milliard du président qui a fait des gorges choses à son époque, oui, et à l'orée du FESPACO, du cinquantenaire, pardon, l'association des cinéastes burkinabés avait essayé d'approcher le président dans l'esprit d'avoir une bonne représentation du FESPACO, du Burkina au FESPACO. Je vais vous dire une chose. Et je suis également membre de la Fédération panafricaine des cinéastes au niveau du secrétariat exécutif à Ouaga. Et on a pu avoir l'honneur d'être reçu par le président dans ce cadre au mois d'octobre. Et la constante qui s'en est sortie, c'est que nous, les cinéastes, on n'est pas dans une approche structurelle. C'est-à-dire que le FESPACO arrive, on court, on fait des projets, on part voir le président, aidez-nous à ce qu'on puisse mettre en œuvre notre projet. Et le président fait ce qu'il peut, et puis à la fin, personne ne sort gagnant, ni le président pour l'argent qu'il a donné, ni les réalisateurs et les producteurs, parce que finalement, s'ils avaient eu encore plus de temps, ils auraient pu mieux faire. Et donc la question qui s'est posée, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à quelque chose de plus structurel, comme au Sénégal, où chaque année, c'est clairement inscrit qu'on leur donne 2 milliards. Et en ce moment, les projets qui viennent, ils n'attendent pas à quelques encablures du FESPACO pour pouvoir se faire. C'est pour dire que c'était une aide ponctuelle, le milliard, mais ça devrait nous amener à réfléchir, nous les cinéastes, pour mettre en place un système où ça va être quelque chose de pérenne, de structuré, de structurel. Et nous, dans le cadre de la FEPACI, justement, on est en train de réfléchir avec le président pour voir comment on peut mettre en place quelque chose qui est inscrit clairement au budget. Ce n'est pas à cacher. Et on met en place des gens d'expérience qui vont sélectionner les meilleurs films qui vont nous représenter. Il n'y a que ça. Vous voyez aujourd'hui le Sénégal, le Sénégal et puis dans une moindre mesure le Mali, et la Côte d'Ivoire,
ils sont en train de monter en puissance parce qu'ils ont su structurer la manière dont ils financent leurs films. Il y a le Faux Piquant au Sénégal. Lorsque vous regardez les films sélectionnés, il y en a plein de films sénégalais. En Côte d'Ivoire, vous avez leur CNC qui leur donne de l'argent pour qu'ils travaillent. Il nous manque chez nous, malheureusement, capitale du cinéma, cette structuration financière pour aider le cinéma à se développer. Juge Va. Oui, moi, je voulais revenir sur peut-être la question de notre cinéma en lui-même. Vous disiez à un moment donné, quand vous regardez le FESPAC aujourd'hui et les films, vous sentez du structuré, du travail. C'est pas des images superposées. Et je sais que c'est déjà des critiques que vous faites aussi sur un genre de, je vais pas dire genre de cinéma, mais ce qu'on nous offre, qui peut-être n'est pas qualitatif. Vous en voyez beaucoup dans notre cinéma. Je vais vous rassurer, tous les films ont le droit d'exister. Quand vous regardez, quand tout le monde parle de Nollywood aujourd'hui, là, ça c'est pas, la qualité n'est pas venue au premier coup. Vous avez vu certains, pour ceux qui ont mon âge, au début, les films nigérians, c'était les films qu'on ne voulait même pas regarder. Et aujourd'hui, ils ont su structurer leur économie et ces films ont grandi et sont capables maintenant de tutoyer des gens qui sont allés à l'école du cinéma. Il faut que ces films-là existent peut-être pour ramener les gens en salle. Parce que nous, les professionnels, on est un peu trop compliqués pour chercher l'argent pour faire des films. Donc, on laisse nos salles vides parce qu'on attend d'avoir suffisamment d'argent pour le faire. Pendant ce temps, pour moi, d'autres façons de faire des films peuvent exister. Mais qu'on ne se trompe pas. Et lorsque vous décidez de faire un film commercial, ne vous attendez pas à ce que ce soit la même approche qu'un film d'auteur. Qui sont des approches encore qu'un film d'auteur peut être commercial. Mais je dis, malheureusement, les gens confondent et faire des images et puis faire du cinéma. Faire des images, vous et moi, on peut prendre notre surtout avec les résolutions aujourd'hui dans les téléphones qui sont à un certain niveau, on peut prendre juste notre téléphone, mettre en scène une histoire, début, milieu, fin, et puis aller projeter. Ça reste un film. Mais on occulte le fait que le film, c'est quelque chose de culturel, un concept, quelque chose qui doit apporter quelque chose en termes de réflexion sur l'avenir de ce monde. Ce n'est pas juste faire une histoire pour faire rire et tout. C'est un questionnement que le cinéma permet de se faire sur notre propre existence. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Les philosophes l'ont essayé, les religions l'ont essayé, la science l'a essayé pour pouvoir comprendre le monde. Aujourd'hui, c'est plus ou moins depuis un siècle, le cinéma essaie aussi de se poser ces mêmes questions. C'est ça le cinéma. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Et lorsqu'on prend le cinéma comme juste une histoire qu'on raconte, effectivement, on ira en salle et puis on va le faire. Mais dès que moi, j'ai fini de faire un film, tout le monde doit se poser la question finalement, quel est le sens de notre existence en tant qu'être humain, en tant qu'élément dans l'univers. Et c'est ça le cinéma en vérité. Mais est-ce que vous retrouvez ça dans les films qu'on vous projette? J'en sais rien. Et je dis, peut-être que la culture cinématographique va être obligée, il faut qu'on enseigne ça. Et c'est d'ailleurs l'une des conclusions du colloque qui vient de se passer. Il faut qu'on enseigne aux gens ce que c'est que le cinéma dans son essence. Ça reste un élément pour se divertir, mais s'arrêter à son simple élément de divertissement, c'est vraiment passer à côté de ce que le cinéma peut apporter à la réflexion sur le monde. Okay. Moi, je me permets aussi un commentaire. Parce que quand on regarde notre cinéma, je parle du cinéma africain, il a été autonome en même temps que nos indépendances. Maintenant, c'est que l'accompagnement forcément n'a pas suivi pour qu'on ait quelque chose de plus volontariste pour asseoir une industrie. Donc, la plupart des gens qui y sont allés, quand on regarde, c'est sur les moyens propres. Maintenant, quand on voit, ça devient aussi, comme dans le domaine du sport ou dans beaucoup d'autres domaines, le moyen d'avoir des champions qui hissent haut le drapeau du pays. Et ça devient maintenant une question d'État. On va voir des autorités, on va dire ça comme ça, parce qu'on va dire que votre expertise, elle met tout le monde d'accord. On compte sur vous pour avoir les talents pour avoir ceci. C'est-à-dire que ce n'est plus un domaine. Vous parliez du film, du caractère commercial. On n'est plus vraiment dans ce chapitre. Il est carrément éludé, il est carrément oublié. Alors qu'il y a des salles qui doivent vivre, il y a des salles qui doivent être remplies. Mais par quoi? Elles doivent être remplies par c'est pas des cinémas d'auteur qui va remplir ces salles-là. Et quand on prend le cas du Nigeria, par exemple, c'est vrai que c'est un mastodonte. 2018, 2500 films qui ont été produits.
qu'est-ce que ça a rapporté? 3,9 milliards d'euros. C'est plus que le budget du Burkina Faso. Quand on prend 2021, ils étaient à 416 films produits. En 2020, 903 films produits. Je parle du premier trimestre. Donc ça fait qu'ils sont un peu inquiets parce que ça a diminué de moitié. Imaginez-vous un pays qui en 2018 produit près de 6,9 films par jour. Mais vous aurez des salles qui ont un panel de choix. Vous aurez aussi des personnes qui, pour avoir vu des productions pas de qualité, je ne sais pas, aller à Cannes, mais qui aura rapporté des milliards, vous aurez des mécènes qui s'intéresseront à la question cinéma. Mais aujourd'hui, quand on prend le cas Burkina, c'est plutôt, c'est vrai, on a de bons réalisateurs, scénaristes, bons, qui ont fait des écoles, mais tout le monde veut un prix à Cannes, tout le monde veut faire quelque chose qui va rapporter, c'est pas l'argent de l'espèce sonnante et trébuchante, mais qui va le construire dans sa carrière. Et on oublie qu'il y en a des salles on doit aussi remplir. Et ça, c'est un modèle, pour moi, c'est un modèle économique, culturel, c'est vrai, mais il y a derrière un modèle économique qu'on a oublié, qu'on a éludé. C'était un commentaire. Derrière le commentaire du juge Va, c'est vrai, on parle de la question de la qualité des films. Tantôt on a parlé de l'évolution technologique qui permet aujourd'hui de faire des films à moindre coût. Du coup, on se retrouve avec de nouveaux types de réalisateurs. Finalement, le numérique, est-ce que c'est une chance ou bien ça a un peu perverti le milieu du 7e art africain? Et quand j'écoute les gens parler du numérique, je me dis, il faut qu'on se comprenne. Le numérique, tout comme l'argentique, ça reste juste des moyens. Mais le cinéma, c'est d'abord la créativité, c'est l'inventivité, c'est l'originalité. Tout le reste ne devient que l'instrument pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et le numérique ne fait pas la qualité ou la non-qualité d'une production. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne se posent pas les vraies questions. Quand on parle du numérique aujourd'hui, pourquoi une telle ruée vers un instrument qui n'a pas encore apporté la preuve de sa pérennité? L'argentique, aujourd'hui, on sait qu'on peut conserver tout ça sur quelque chose d'assez précis, d'assez qui reste et tout. Aujourd'hui, le numérique, on ne sait pas dans 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qui va se passer. Mais dès l'instant où c'est venu, on a tous bondi là-dessus, on a dit c'est moins cher, ça permet de faire des images. Et ensuite, n'oubliez pas qu'un film, c'est un patrimoine. Et la conservation du patrimoine, c'est quelque chose pour moi de tellement important que lorsque vous regardez la manière dont la technologie évolue très rapidement, vous vous rappelez ce qu'on avait, nos petites cassettes, nos machins, ça évolue tellement qu'à un certain moment, la question que les gens doivent se poser au-delà là, c'est qu'est-ce que nous allons garder comme patrimoine du numérique? Est-ce qu'on pourra toujours conserver tout ce qu'on a? Au-delà de ça, dire qu'on fait des films pour contenter à petit budget pour pouvoir contenter, je dis et je répète, même le numérique a besoin qu'on puisse le maîtriser, comme n'importe quel outil qu'on utilise. Je vous fais une confidence. Idrissa Ouédraogo, faisait paix à son âme, un des valeureux cinéastes du Burkina, a toujours dit aux gens, je ne suis pas contre le numérique, mais je veux que les gens comprennent que lorsque tu tournes en numérique, à partir d'une certaine heure, par exemple, quand tu regardes la profondeur des champs, tu te rends compte que ça casse en bas. Lui, il a un rôle, un œil d'expert. Et il dit que personne n'est arrivé encore à maîtriser cette façon de gérer ce problème-là. Moi, Idrissa Ouédraogo, je ne ferai pas un film où je ne maîtrise pas toutes les capacités technologiques que j'ai en main. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on maîtrise toutes les capacités technologiques? C'est pour ça que je dis, ne nous trompons pas. Il y a même avec, je sais que pour éviter la censure, il y a des clés USB que les gens ont utilisées pour faire des films et puis venir au FESPACO. Parce que justement, ils n'avaient aucun moyen de pouvoir faire autrement. Ils ont fait du numérique et puis ils sont venus avec ça. Je me rappelle que le FESPACO a mis du temps avant d'accepter le numérique. Nous, on avait fait le fauteuil en son temps et ça a failli ne même pas passer parce qu'il fallait aller gonfler. Et grâce à Dieu, le Maroc, à la dernière minute, nous a aidés et on a pu faire le film. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas autorisé au FESPACO. Aujourd'hui, c'est autorisé. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Le numérique est peut-être une chance pour faire des films, mais il y a une inquiétude qui n'est pas encore totalement réglée chez les professionnels de savoir finalement comment on conserve tout ça. D'accord. Alors voilà, puisqu'on parle de conservation, j'ai suivi le président de FEPACI, comme vous êtes au niveau du secrétariat exécutif, c'est la récupération. Donc il parlait de projet de récupération de ces anciens films-là. Est-ce qu'on peut avoir comment on appelle ça, davantage
d'éléments là-dessus. Merci beaucoup. Et c'est un projet porté par la FEPACI, notamment par un compatriote qui vit aux États-Unis, Sanogo Abouakar, qui a pu approcher la fondation Martin Scorsese. Je sais que vous connaissez un grand producteur américain, qui a estimé que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de perdre une sorte de mémoire du cinéma de façon générale mondiale, et singulièrement du cinéma africain, pour des raisons de conservation et d'archivage. Il y a beaucoup de films africains aujourd'hui qu'on ne peut plus regarder parce que tel que ça a été conservé, tel que ça a été géré tout au long des années, ces films-là, aujourd'hui, la jeune génération n'arrive même pas à les voir, alors que, comme on dit, c'est sur l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Et donc, l'esprit, c'est de faire en sorte que chaque année, grâce à son appui, on puisse ressusciter des films qui n'auraient même pas de vie si ce projet n'avait pas lieu. Et c'est quelque chose de séquentiel. On va des années un peu éloignées pour arriver. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 6 ou 7 films qui ont été restaurés grâce à ça. Des films burkinabés? Pas encore. Pas encore de films burkinabés parce que, si vous voulez, la FEPACI, elle regroupe les cinéastes de l'Afrique et de la diaspora. Et les films burkinabés sont en chemin, mais à ma connaissance, non. Mais ça reste des films africains qui ont été au FESPACO et c'est porté justement par la FEPACI qui est une sorte de garant du FESPACO. Parce que quand j'ai entendu récupération, le mécanisme il marche comment? C'est-à-dire que c'était pas bien conservé, c'était pas bien archivé, ou bien aujourd'hui quand on projette on ne peut pas regarder parce que la qualité se dégrade. Il y a tout ça. Et il y a les outils de l'époque ne sont plus adaptables à nos outils modernes. C'est tout un travail de récupération. Je vous prends un exemple, il y a certains films qui étaient en noir-blanc. Aujourd'hui, tu projettes ce film-là en noir-blanc. Ici, si ce n'est pas suffisamment bien fait, ça va être difficile à être. Donc, ce n'est pas pour dénaturer le film, c'est le conserver dans toute sa capacité, on va dire, culturelle, mais en faisant en sorte que ce soit vu et que ce soit accepté aujourd'hui. C'est vraiment un projet qui est important, qui est fondamental. C'est ce que je vous disais. J'ai dit aujourd'hui, là, il ne faut pas se tromper d'objectif. L'Afrique a besoin de retrouver ses racines, de regarder le passé, parce qu'il nous manque beaucoup de repères qui nous permettent d'exister dans ce monde-là. D'accord. Alors, quand on regarde aujourd'hui le FESPACO, c'est vrai qu'on n'organise pas forcément ce festival-là pour remporter les talons d'or de Yenega. Mais depuis 1997, le Burkina Faso est toujours à la recherche d'une autre consécration au sommet du 7e art africain. Finalement, la question que le public se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a plus assez de bons cinéastes? Est-ce qu'on n'a plus de bons scénaristes? C'est l'imagination qui manque, c'est les moyens. Finalement, c'est quoi le problème? Heureusement qu'on n'organise pas le FESPACO pour prendre les talons, sinon on n'aurait pas d'autres personnes pour venir avec nous. Oui, bon, la question de l'étalon est assez complexe. C'est comme la question de notre football. Pourquoi on ne prend pas la CAN? C'est parce que juste on n'a pas le niveau pour prendre les talons. Et ça a une explication. Ceux qui ont pris les talons, ils viennent d'où? Pour la plupart, ils sont issus de l'INAFAC à l'époque, d'une école de cinéma. Ils ont fait leurs armes. Ils se sont aguerris, ils n'ont pas commencé par les talons, ils ont eu des prix intermédiaires et ils ont fini par être grands et par avoir les talons. Lorsque vous regardez la structuration de notre cinématographie au Burkina ici, vous allez constater qu'il y a une cassure entre les anciens et les nouveaux, dû au fait que ce passage de témoins, pour diverses raisons, n'a pas eu lieu. Les jeunes aujourd'hui qui sont là ne sont pas suffisamment mûrs pour pouvoir prétendre à l'étalon, je le dis sous toute réserve. Il y a de la qualité. J'ai regardé quelques films burkinabés et il y a un bouillonnement de qualité qui arrive, mais il reste que les autres ont pris une longueur d'avance sur nous. On a actuellement les 3 Lascar qui est en liste pour les talons d'or de Yenega. Oui, et je connais très bien Bouba Diallo, parce que on est à la base tous scénaristes. On a commencé par Taxi Brousse ensemble. Et on écrivait les épisodes de Taxi Brousse ensemble. Il a fait du chemin. Il est arrivé à imposer le fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du cinéma. Il fait partie de ceux qui ont appris à se bonifier au fil du temps.
qui n'ont pas forcément eu besoin d'aller dans une école de cinéma, mais qui ont appris, qui ont appris de leurs erreurs, qui ont amélioré et qui aujourd'hui se retrouvent au niveau de la sélection officielle. Il l'a déjà été. C'est pas sa première sélection officielle, il l'a déjà été. Et comme je le dis, ça reste un jury qui va donner un prix. Ça peut être cette année, comme ça peut ne pas être cette année, puisque il faut se dire, hein, un autre jury peut donner à un autre film. Le jury, c'est la sensibilité du jury qui permet d'avoir les talents ou pas. Est-ce qu'on va l'avoir cette année? Je ne suis pas dans le jury. D'accord. Bon, je sens qu'il est prudent, puisqu'il nous avait dit que lui, il a regardé ses films. Il y en a qui sont des coups de cœur pour lui. Oui. Donc, c'est clair que, au moins, les 3 Lascars, ça fait partie. En tant que patriote, ça fait partie. D'accord. Il y a une question qui revient très souvent quand on parle du cinéma africain. C'est vrai que Ouagadougou, vous l'avez dit, le FESPACO a fêté son 50e, mais beaucoup se posent la question sur l'avenir justement de ce FESPACO-là. Très peu de salles de cinéma au Burkina Faso, d'autres ont mis la clé sous le paillasson. Très peu de financement, très peu de films aujourd'hui compétitifs pour pouvoir, en tout cas pour le moment, avoir les talons d'or de Yenega. Finalement, beaucoup se posent la question sur l'avenir de ce festival-là. Il y a d'autres festivals qui bousculent. On a l'écran noir de Yaoundé au Cameroun. On a les journées cinématographiques de Carthage en Tunisie. Est-ce qu'on a à avoir peur pour notre FESPACO? Même pas une seule seconde. D'accord. Le FESPACO est devenu quelque chose de tellement important pour les cinéastes africains qui ne prendront pas le risque à aucun moment de penser que le FESPACO peut être ailleurs. Et je vais vous dire, la raison est très simple. Le FESPACO a une histoire. Le FESPACO est une entité à 3. JCC, FEPACI et FESPACO. C'est les 3 entités qu'il faut regarder. Les autres sont des enfants de ces entités-là. Et le FESPACO est aussi une émanation de pionniers comme Sembène Ousmane, comme Salimata Salambere, des passionnés qui ont décidé de mettre en place quelque chose aujourd'hui qui a les défauts de ses qualités, mais qui, chaque année, draine tous les cinéastes du monde entier pour venir se retrouver l'espace d'une semaine de 10 jours pour réfléchir sur l'avenir du cinéma. La question qui est aujourd'hui actuelle, c'est qu'on est tous d'accord que tous les pays souhaiteraient avoir ce FESPACO pour ce que ça représente en termes de diplomatie culturelle. Mais tous les cinéastes, c'est comme la FEPACI, ils sont allés se balader. La FEPACI est allée au Kenya, en Afrique du Sud, mais ils se sont rendus compte que finalement ça ne fonctionne pas. Et lors du dernier congrès, ils ont décidé à l'unanimité et définitivement d'installer le siège de la FEPACI au Burkina Faso. La question n'est pas est-ce que le FESPACO va exister. La question, c'est quel type de FESPACO il faut pour pouvoir améliorer le FESPACO existant. Et c'est cette question qui est fondamentale pour moi parce que lorsque vous regardez ce qui s'est passé dans l'actualité nationale du FESPACO, on se rend compte qu'il y a des réflexions qu'il faut faire. Jusqu'à quel point il faut permettre au FESPACO d'avoir une certaine autonomie de gestion pour permettre au FESPACO de déployer la culture, l'art qui a un prix, qui n'a pas un coût mais qui a un prix, et qui souvent n'est pas très bien compris des profanes. Je crois que c'est l'ancrage institutionnel du FESPACO qui doit être la question sur laquelle on doit réfléchir. Lorsque vous regardez, c'est un jury international. Le financement est beaucoup porté par le Burkina, mais pas seulement porté par le Burkina, parce que vous avez des partenaires institutionnels, l'OIF, qui ne sont pas des partenaires burkinabés. La question qu'on se pose, est-ce que le FESPACO va continuer toujours à être sur la tutelle totale et entière d'un ministère, ou est-ce qu'il faut réfléchir à en faire une institution? La tutelle administrative peut être le ministère, mais l'autonomie de gestion, là, c'est de permettre au FESPACO de ne pas être obligé de respecter toutes les, comment vous appelez ça, la commande publique, les machins, les procédures qui ont été la plaie de ce FESPACO. Je le dis parce que je me suis posé la question, j'ai cherché à comprendre.
De façon professionnelle, le FESPACO n'a pas de difficulté parce que c'est la même équipe qui est là depuis de nombreuses années. Ils sont aguerris. Mais pourquoi cette année, à un certain moment, ça a eu des difficultés de démarrage? Juste parce que, comme c'est des fonds publics, il a fallu mettre en place les procédures. Et vous savez comment elles sont. Je ne suis pas contre les procédures, mais je dis que le FESPACO risque d'être bloqué à ce niveau si on ne leur donne pas une certaine autonomie, quitte après à mettre en place un système pour, on va dire, auditer ou quelque chose comme ça. Mais l'avenir du FESPACO réside dans l'ancrage institutionnel que le Burkina a décidé de lui attribuer. Juge Bourma. Oui, effectivement, quand on parle d'ancrage institutionnel, il y a le lien avec le politique, la main du politique, qui est également très présente parce que c'est elle qui délie effectivement les cordons de la bourse parce qu'il y a tout ça. Et ce n'est pas la première fois que des gens dénoncent cette présence, comme on appelle ça, du politique qui est très présent. Je me rappelle que le regretté Saint-Pierre Améo a passé son temps effectivement à dénoncer, qui dit que le tapis rouge est déroulé au président, ce n'est pas au cinéaste. Il y a ces questions-là qui sont effectivement là. Maintenant, comment est-ce que effectivement on détache? Parce que quand vous voulez respecter les mêmes règles de la commande publique pour quelque chose d'assez particulier comme le FESPACO, ce n'est vraiment pas évident. Mais comment est-ce qu'on détache? Parce qu'il y a un politique aussi qui est jaloux d'un instrument qu'il utilise également à sa guise. Vous avez tantôt parlé d'ailleurs de diplomatie du cinéma. Culturel, ouais. Mais je rebondis là-dessus parce que les professionnels que nous sommes, à l'ouverture du FESPACO, on n'a pas compris. Vous voyez, le FESPACO reste le cinéma. Et la politique appuie le FESPACO. Lorsque vous regardez à l'ouverture du FESPACO, on s'est attendu au moins à un certain moment à ce qu'on dise, voilà le jury se lève, on les applaudit, c'est leur fête. Voilà les réalisateurs en compétition, les réalisateurs se lèvent, on les applaudit, c'est leur fête. Ça prend combien de temps? Est-ce que vous avez même entendu citer le nom du délégué général du FESPACO pendant toute la cérémonie? Les politiques doivent comprendre que ça reste un instrument des professionnels. Et il faut les valoriser, il faut les magnifier. Parce que c'est parce qu'eux, ils sont là qu'il y a le FESPACO. Et pour moi, il faut que les gens laissent un peu de place aux professionnels du cinéma. Il faut que les fonctionnaires, il faut que les administrateurs de la culture laissent un peu de place aux professionnels du cinéma. J'aurais été dans l'organisation à pleine entière, que j'aurais dit, à l'ouverture, ça ne coûte que quelques minutes de dire, voilà les membres du jury. On peut même les appeler individuellement. Ils sont combien? Il y a combien de jurys? On les appelle individuellement, ils se présentent. C'est en cela que nous allons même remonter la fierté de ces gens, parce que quand on les applaudit, quand leur pays les applaudit, c'est la seule récompense que les cinéastes ont, qu'on reconnaisse leur mérite. Mais personne n'a été capable de se demander simplement ça. On ne demande pas plus. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, que le délégué général du FESPACO, personne ne l'a connu. Moussa Alex Sawadougou, son nom n'a pas été prononcé. Alors qu'il est quand même l'organisateur. Maintenant, il y a un comité national d'organisation qui est ce qu'on veut, mais derrière tout le travail de sélection de machin, il n'y avait pas de comité national d'organisation. Le comité national d'organisation est venu s'implanter un mois avant l'événement. Vous pensez qu'on peut organiser le FESPACO en un mois? Qui a fait tout le travail avant? Au moins, si le reconnaissez leur ce mérite-là. Et le politique doit comprendre ça. Et lorsque vous voyez Abderrahmane Sissako, qui lors de son masterclass a clairement dit qu'il faut plus de professionnels et moins de politiques, ça veut dire ce que ça veut dire. On a besoin du politique, mais le politique ne doit pas s'enfermer dans la politique et ignorer les professionnels. Merci Nouraougou Sawadougou. C'est sur ce mot que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Je rappelle que vous êtes scénariste, producteur. Avec vous, nous avons parlé de l'état des lieux du cinéma africain et notamment ce qu'on fait au Burkina Faso. Merci pour ce regard-là. Merci aussi, monsieur le juge, pour les clés de lecture. Alors, c'est ici justement qu'on va mettre un point final, je l'ai dit. On va se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité manhattanane. Restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et WATFM.